Bien, donc merci beaucoup à Clément pour son invitation. Je vais donc reprendre sur plus spécifiquement les polyoxométallates, mais je vais en fait m'attarder principalement, alors je vais quand même faire une introduction, mais vraiment très succincte à la chimie des polyoxométallates, pour en fait garder du temps et insister vraiment sur leurs propriétés. Alors je vais distinguer les propriétés, disons, en deux, disons une partie où je vais essayer de montrer quel peut être l'intérêt d'avoir une structure qui est purement inorganique, et ce, à travers les propriétés catalytiques et puis les propriétés magnétiques des polyoxométallates. Et puis ensuite, de montrer qu'il peut y avoir un intérêt à former des polyoxométallates hybrides, mais non seulement il peut avoir un intérêt, mais que certaines propriétés, en fait, ne peuvent être atteintes qu'à partir de systèmes hybrides. Donc très rapidement, on va revoir quelques composés polyoxométallates que l'on vient de voir à l'instant. Disons simplement, eh bien, ce sont des oxydes moléculaires. Où est-ce que je peux les situer ? Je peux les situer dans un intervalle de pH, si je raisonne en solution et dans l'eau, qui se situe entre un milieu très basique où je vais avoir des entités MO4-, je vais tout de suite revenir sur la nature du métal, et puis à l'opposé, à pH très acide, des oxydes. J'ai représenté ici un oxyde du type MO3, donc un enchaînement d'octaèdres dans les trois directions de l'espace. Alors au milieu, on a donc un polyoxométallate, il faut viser le bon pH, et on peut obtenir une espèce moléculaire, un oxyde moléculaire. Alors, comment se fait la condensation? Là aussi, très brièvement, eh bien, on a deux mécanismes principaux. Premièrement, un mécanisme que l'on peut appeler d'olation. Comment ça va se produire? Eh bien, il va falloir que j'ai protonation de mes oxygènes situés sur mon entité MO4-. Je vais former un hydroxyde, et puis je peux même former une molécule d'eau. Cela va se condenser, je vais perdre une molécule d'eau, j'obtiens un pont MOH, j'ai eu ma condensation. Deuxième type de condensation, l'oxolation. Eh bien, l'oxolation, je vais avoir cette fois-ci deux molécules MOH qui vont se rencontrer et former un pont oxo entre mes deux en perdant également une molécule d'eau. Donc, comment on peut former un polyoxométallate? Quelles sont les conditions nécessaires pour que j'ai formation de ces espèces? Premièrement, on vient de voir les mécanismes, donc il faut la possibilité de former un ligand hydroxo dans la sphère de coordination du métal. Deuxièmement, il faut que cette réaction se propage. Alors, a priori, si on prend au mot, on peut dire qu'un polyanion, c'est simplement une espèce polyanionique. Un polyoxométallate, il faut des métaux, à la limite 2 suffisent. Généralement, on considère qu'il faut au moins 6 pour avoir un vrai polyoxométallate. Ensuite, on le voit, il faut une formation d'octaèdres. Les polyoxométallates comportent des groupements MO6. Et puis, il faut que celui-ci se condense, mais il faut aussi arrêter à un moment la condensation, sinon on aurait un oxyde étendu. Donc pour arrêter la condensation, il va falloir soit que je forme des liaisons MOH qui ne soient plus réactives, soit alors que je forme des liaisons MO qui vont être terminales et former en fait une couche externe au polyanion. Et puis, il faut aussi une charge relativement importante au niveau du métal, et donc généralement supérieure ou égale à 4. Alors, ça fait que ça limite quand même pas mal le nombre d'éléments susceptibles de former des polyanions. J'en ai entouré ici 4, on pourrait en rajouter un 5e, le tantal, mais ça reste très exotique. Principalement le molybdène et le tungstène, le vanadium et le niobium également. Aujourd'hui, je vais vraiment focaliser sur molybdène, tungstène. Généralement à leur plus haut degré d'oxydation, c'est-à-dire plus 6. Mais on va voir qu'on peut aussi avoir des polyanions réduits où on a typiquement du tungstène 5 ou du molybdène 5. J'ai juste pris l'exemple du chrome pour montrer que là, on peut dire aussi qu'on peut former un polyanion. Je pars de mon entité CrO4-, j'acidifie, mais je ne dépasserai pas le stade de CR2O7-, où au passage, on n'a pas des octaèdres mais 2 tétraèdres. Probablement, le rayon ionique du chrome est trop petit pour pouvoir, du chrome 6, pour former un octaèdre. On n'a pas de chimie riche des polyoxométallates à partir du chrome. Alors, on peut scinder en différentes familles les polyoxométallates. Tout d'abord, ce qu'on va appeler les isopolyoxométallates, qu'on obtient simplement par condensation de ce fragment anionique, tout seul, en solution. Je pars d'une solution, je suis en milieu basique, j'acidifie. Et en fonction du pH, je vais pouvoir obtenir différentes espèces. Donc là, j'ai indiqué une espèce qu'on a déjà vue, le paratungstate, que je peux isoler dans un pH 8-9. Si je vais à pH plus acide, pas trop acide pour former WO3, mais un pH plus acide, je vais former une espèce de type Keggin, qu'on a déjà vu précédemment. Donc on voit dans ces deux espèces, même nombre d'atomes de tungstène, 12, mais un arrangement complètement différent. En jouant sur le pH, on modifie le polyanion. Et puis, en jouant sur le solvant, on peut également moduler la forme, la topologie du polyanion. Ici, on travaille dans le méthanol, du tungstate, on ajoute un acide, on obtient une espèce de type Lindquist et on voit que la taille de ces polyanions, globalement, c'est
nanométrique. Alors, ça, c'est les isopolyanions, donc très simple, simplement un métallate et des protons. Si je rajoute un autre élément assembleur, qu'on va appeler un hétéroélément, j'obtiens ce qu'on appelle les hétéropolyoxométallates. On voit ici des tétraèdres WO4. En plus, j'ai un tétraèdre de phosphate. Cela va s'arranger. On voit qu'on obtient à nouveau la structure de Keggin avec ses 12 atomes de tungstène. Et puis, si je travaille en large excès de phosphate, je vais pouvoir obtenir un autre composé, un composé de type Dawson, où cette fois-ci, j'ai 18 octaèdres de tungstène. On a vu également qu'on peut isoler ces espèces, et une fois que je les ai isolées, on peut revenir en arrière. C'est-à-dire, j'ai fait ma condensation, je peux décondenser en ajoutant une base. Typiquement, ici, j'ai ajouté du carbonate de sodium à une solution contenant mon Dawson saturé. Je vais enlever sélectivement 3 atomes de tungstène, et une fois que je les ai enlevés, j'ai des oxygènes nucléophiles et je vais pouvoir les faire réagir avec différents substituants comme on vient de le voir. Là, j'ai pris l'exemple de métaux, tout simple. On ajoute du fer 3, on obtient ce que l'on appelle un polyanion de type sandwich. Alors, on lui a donné le nom de la personne qui l'a isolé en premier, Wickley. Et donc, on voit 4 fers pris en sandwich entre 2 polyanions. Donc, on voit un mode de préparation. Premièrement, je synthétise l'espèce saturée, je la désature et je rajoute des cations de transition. Un autre exemple ici, on peut faire ça en une étape. Pas besoin forcément d'isoler le polyanion vacant. Je peux tout mélanger en solution dans l'eau à pression atmosphérique, ici du tungstate, AS2O3, du cérium 3, et on voit des espèces qui peuvent être extrêmement complexes. Je ne vais pas la décrire, celle-là comporte 148 centres tungstène, et puis des cations de cérium qui sont insérés dans des lacunes et qui assurent la cohésion du système. Alors on voit donc qu'on a toute une famille de polyanions où on a des métaux pontés par des ligands oxo. Il existe une autre famille qui est celle des polyoxo-thiométallates. Cette fois-ci, en plus d'avoir des ligands oxo, je vais pouvoir avoir des ligands sulfure. Donc, ici, une petite brique dicationique de départ, simplement 2 atomes de molybdène. Alors, on disait qu'ils pouvaient être réduits. Effectivement, là, on voit que l'on a non pas du molybdène 6, mais du molybdène 5. Ça se voit très facilement par RX, par exemple. La distance molybdène-molybdène est beaucoup plus courte que si j'ai 2 molybdène 6. C'est que j'ai une liaison métal-métal. Les centres sont D1, les électrons très fortement appariés. C'est une molécule qui est diamagnétique. Donc, 2 ponts sulfure entre 2 molybdène 5, et cette entité va pouvoir réagir avec un polyanion vacant. Ici, on a un anion de Keggin, mais qui ne comporte que 10 sites tungstène. Je vais pouvoir combler avec 2 métaux supplémentaires qui vont parfaitement s'encastrer dans la structure. C'est une réaction typique de type olation. On voit, ça s'insère de façon parfaite. On peut développer cette chimie, faire des assemblages entre polyanions. Ici, 2 polyanions trivacants reliés par 3 dinucléaires de molybdène. Il existe aussi une possibilité de synthétiser des composés purement à partir de cette entité. On voit, si je prends cette entité, synthétisée à un pH cette fois-ci très acide, et que j'acidifie cela, j'obtiens ici un système cyclique contenant 12 molybdène 5. Et puis, c'est une espèce purement inorganique, mais je peux synthétiser également des espèces hybrides à partir de cette espèce. Et l'introduction de ligands, l'introduction de substrats va permettre d'orienter la topologie du système. J'ai pris ici quelques exemples. On voit ici, par exemple, l'insertion d'un métallate, de type de ceux qu'on a rencontrés précédemment, une roue à 8 molybdène, ici un pyrophosphate qui va organiser une roue à 12 molybdène, ici un dicarboxylate, on voit cette fois-ci 2 ligands qui organisent la roue à 16 molybdène, et ici un complexe métallique formé d'un cœur MO3S4, 2 ligands HNTA représentés ici, et puis on a une roue à 18 molybdène qui insère ce complexe. Enfin, je voudrais finir cette introduction rapide en parlant d'une autre famille de composés. Là, à nouveau, une synthèse, il n'y a pas plus simple. On prend du molybdène 6, on ajoute un réducteur, ici l'hydrazine, on se met en milieu acide acétique, acétate d'ammonium, on se met dans l'eau et on obtient une molécule qui a cette allure. C'est en fait, alors il faudrait la voir en 3D, c'est une sphère qui est composée d'entités pentagonales. On voit ici en gris que des atomes, enfin que des octaèdres de molybdène 6. On en voit 5 avec un au centre. Et puis,
des entités de ce type, il y en a 12 qui sont reliées par des dimères extrêmement proches de celui que l'on vient de voir précédemment avec le 2 ligand sulfure. Et la courbure, en fait, de ce dimère va orienter la topologie pour conduire à une sphère creuse où il y a des ouvertures. Elle est creuse, alors évidemment, elle contient de l'eau, des anions, et il peut y avoir des échanges entre l'intérieur et l'extérieur, et on peut moduler ceci à l'infini. Alors, on va maintenant passer aux propriétés, et disons peut-être que le domaine où c'est le plus illustré les polyoxométallates, c'est le domaine de la catalyse. C'est là qu'on trouve vraiment le plus grand nombre d'applications. Deux types de catalyse principalement, la catalyse acide et la catalyse d'oxydation. Alors, acide, pourquoi? Je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que les polyanions, bon, ce sont des anions, je peux mettre des contre-ions, et en particulier, je peux isoler les formes acides. Ici, par exemple, j'ai représenté un polyanion de Keggin. Par exemple, PMO12O40 va être chargé 3-, je peux l'isoler sous forme acide, et c'est un acide extrêmement fort. Et celui-ci, donc, c'est vraiment illustré en catalyse acide dans tout un tas de domaines. Deuxième type de catalyse, la catalyse d'oxydation. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on a des atomes qui sont à des degrés d'oxydation extrêmement élevés, plus 6, ils sont capables facilement d'accepter des électrons, et donc à partir de là, ils vont conduire à des processus oxydatifs. Alors j'ai pris deux exemples qui me sont chers en catalyse homogène, qui est la catalyse consistant en l'oxydation des catéchols et puis l'oxydation de l'eau. Alors si on commence par l'oxydation des catéchols, j'ai représenté ici un catéchol. Si on achète un pot de catéchol, s'il a été correctement fabriqué, il est incolore. Et puis en fait, si on prend le catéchol et puis qu'on laisse cette poudre ou ces cristaux sur une paillasse, on va voir une évolution de la coloration qui va passer au jaune, voire au marron foncé au bout d'un moment. On a une oxydation de ce catéchol. Et cette oxydation conduit à une forme qui est due à la quinone qui est ici représentée. Alors beaucoup plus difficile, ça se fait tout seul ça, mais beaucoup plus difficile, c'est d'insérer des atomes d'oxygène dans le substrat aromatique. C'est-à-dire je vais prendre un ou deux atomes d'oxygène qui vont rentrer dans la structure catéchol et qui va ensuite d'ailleurs finir par s'ouvrir. Donc ici, on a un catéchol qui est ouvert et qui donne ce qu'on appelle l'acide 6,6 muconique, mais celle-ci, elle se fait en présence de catalyseurs. Alors, une approche qui a été très très largement utilisée pour tenter de synthétiser des systèmes qui permettent cette réaction, c'est une approche biomimétique, c'est-à-dire je vais tout simplement observer dans la nature des systèmes qui sont capables de procéder à cette réaction et je vais tenter de les imiter. Donc là, j'ai représenté le cœur d'une enzyme, la structure du cœur d'une enzyme. On voit un fer avec une sphère de coordination 2-histidine de tyrosine, N2O2, et puis un groupement hydroxyle. Et puis là, la structure du système où on a capté le catéchol sur le centre fer. Pour cela, il a fallu éliminer un groupement hydroxyle et décoller une pyridine. Et ensuite, le processus oxydatif va se faire. Alors, les tentatives de préparer des systèmes mimétiques n'ont pas toujours été faciles. Il y a des choses, par exemple, difficiles à modéliser, comme le départ et le retour de la tyrosine. Néanmoins, il y a pu avoir des systèmes s'éloignant un peu du modèle, mais qui ont montré une certaine activité. On voit ici un ligand organique dans lequel je peux insérer un fer, et sa sphère de coordination est complétée par 2 chlorures. Ce système est capable d'oxyder 100 molécules de catéchol environ pour une molécule de catalyseur. Maintenant, si on regarde l'action d'un polyoxométallate, on voit ici un polyoxométallate extrêmement simple à synthétiser en une étape. On voit qu'effectivement, une molécule de ce type est capable, pour une mole, d'oxyder plus de 100 000 molécules de catéchol. Alors, pourquoi cette différence? Qu'est-ce qui fait la force de ce catalyseur? Eh bien, c'est qu'il est extrêmement résistant. Et donc ça, c'est évidemment une première propriété des composés purement inorganiques. On voit ce composé, peu de points d'attaque, pour ne pas dire plus, pour l'oxydation. Si je prends ce ligand, eh bien, lui est capable de s'oxyder. C'est-à-dire, si je regarde les groupements CH2 qui sont ici, effectivement, je vais pouvoir avoir arrachement de protons, oxydation de mon ligand, et à ce moment-là, évidemment, perte d'activité du système. Donc, on voit ici une force de ce polyanion. Alors, sa sélectivité, par contre, n'est pas parfaite. Le but est d'introduire des atomes d'oxygène dans le substrat. On voit néanmoins ici un composé quinone qui représente à peu près 20% des produits d'oxydation. Deuxième exemple, l'oxydation de l'eau. Donc l'oxydation de l'eau, une réaction également extrêmement étudiée, une réaction biomimétique.
le système photosystème 2D, le photosystème 2D plante, là où a lieu la réaction fondamentale de la photosynthèse, où l'on a effectivement oxydation de l'eau en dioxygène avec libération de protons et surtout libération d'électrons qui vont servir, on peut dire, de pile à la plante pour réaliser différents types de réactions. Donc un système très complexe qui comporte un tétranucléaire de manganèse et il y a eu évidemment des tentatives de modéliser ce tétranucléaire de manganèse et de voir l'activité de celui-ci. Alors, il n'y a pas eu forcément toujours des résultats très probants en termes de résultats catalytiques. On peut montrer des complexes qui, eux, fonctionnent extrêmement bien. J'en ai pris un seul ici. On voit ici un ligand organique. On voit au passage qu'il n'a pas de point faible CH2 comme le précédent. Il est assez solide. Et puis, je peux insérer des centres ruthénium. Et puis, en présence d'un oxydant, dans un mélange acétonitrile, on peut avoir des réactions qui marchent extrêmement bien, de l'ordre de 3200 turnover pour ce système, 3200 moles de substrat oxydé pour 1 mol de catalyseur. Maintenant, des études de ce type ont été réalisées avec les polyanions, mais c'est beaucoup plus récent. C'est des études beaucoup plus récentes qui ont débuté, on voit, à la fin des années 2000. 2 groupes principalement, un groupe américain et puis un groupe italien se sont penchés sur l'affaire et ont montré qu'un polyanion comportant 4 sites ruthénium insérés entre 2 polyanions était capable d'oxyder l'eau en libérant des électrons. Donc on voit ici par exemple la courbe de suivi de la production de O2. On voit qu'environ en une demi-heure, on a libéré 200 moles d'oxygène pour 1 mol de catalyseur. Donc un nombre de turnover un peu moins important que précédemment, 500, mais c'est déjà pas mal. Et puis surtout, c'est pas mal si on réfléchit au niveau de la simplicité de la synthèse d'un polyanion comme celui-ci. C'est 3 étapes et ça ne demande vraiment pas des efforts démesurés. Il faut savoir aussi que la synthèse de ce type de composé peut se faire à l'échelle de la centaine de grammes dans la journée. Voilà. Ce n'est pas quelque chose où on travaille sur le milligramme. On peut travailler, on prend un livre, on prend un précurseur polyoxométallate avec trilacunaire, on va vous dire mélanger 180 grammes de tungstate. On n'est pas à l'échelle du milligramme. Donc, une activité quand même forte et un complexe, comme précédemment, un complexe de ruthénium. Plus récemment encore, ce qui a pu être montré, c'est qu'on peut réaliser une réaction de ce même type, mais avec un polyoxométallate qui contient non pas du ruthénium, qui est quand même relativement cher, mais du cobalt. Un métal beaucoup plus abondant, beaucoup moins cher, beaucoup plus accessible. Et ce polyanion-là, celui-là peut être fait en 3 étapes, celui-ci est fait en 1 étape en plus. Donc en 1 étape, on peut avoir le composé, un nombre de turnover moins important, mais quand même une bonne activité pour un système de ce type. Donc on voit la force quand même de ces espèces au niveau de la catalyse. Ce domaine de l'oxydation de l'eau par les polyanions, c'est un domaine qui est en pleine expansion actuellement. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui sortiront dans les années qui viennent. Deuxième domaine où peuvent être impliqués les polyoxométallates, c'est le magnétisme. Alors le magnétisme moléculaire, moléculaire bien sûr, on peut le définir de façon extrêmement simple comme comprendre les interactions entre métaux de spin électronique non nul au sein d'une molécule. Donc, quel est le degré d'implication des POM dans ce domaine? Pourquoi ils peuvent être impliqués? Tout simplement, on a vu que les polyanions pouvaient servir de ligand. Je peux mettre des métaux dans mon polyanion. Et puis, je peux étudier l'interaction des spins entre ces métaux. Donc, je peux aussi obtenir une très grande variété de clusters et parfois des clusters qui ont une topologie que je ne peux pas atteindre avec des ligands organiques. Alors, il y a un autre avantage au polyanion, c'est qu'on a vu qu'il y avait une grande coque diamagnétique qui entoure mon cluster et qui va permettre d'isoler les clusters les uns des autres. Ça veut dire que je vais vraiment pouvoir me focaliser avec grande précision sur la nature, l'intensité des interactions entre les métaux qui sont dans mon polyanion. Donc voilà un exemple typique. On voit un composé, 3 ligands polyoxométallates, un cluster qui contient ici 9 ions nickel 2. Je peux modéliser mon système. Là, je vais associer des constantes J et J' qui reflètent la force et la nature de l'interaction. Et on peut déterminer aussi quelle est la nature de l'état fondamental de mon système. Ici, un état S total égal à 0, une molécule qui finalement, à basse température, se comporte comme une molécule diamagnétique. Alors, comment faire pour induire des interactions qui font que je n'ai pas un état fondamental nul? Eh bien, il y a plusieurs moyens de le faire. Je vais ici en présenter qu'un, juste pour présenter un polyanion
d'un type différent. On peut introduire des ligands qui vont ponter les métaux et orienter le couplage. C'est-à-dire ici, on a vu des polyanions avec des ligands oxo, avec des ligands sulfure. Ici, ce sont des ligands azotures. Et ces ligands azotures, on sait que dans le cas des composés au cuivre, et dans le cas d'ailleurs de beaucoup de métaux, ils vont induire, lorsqu'ils se lient de cette façon, des couplages ferromagnétiques. C'est ici le cas. On voit d'ailleurs des couplages ferromagnétiques extrêmement intenses, d'une intensité vraiment très très grande par rapport aux autres types de systèmes. Et on voit un état fondamental qui est non nul. Alors la question, c'est pourquoi on a envie de synthétiser des systèmes qui ont à l'état fondamental un spin non nul. C'est qu'une des grandes motivations pour les gens qui travaillent dans le domaine du magnétisme moléculaire, c'est l'existence, la découverte de molécules que l'on dit aimants. Alors comment on peut les définir aussi? Eh bien, comme des molécules paramagnétiques, mais qui sont capables de se comporter comme une mémoire magnétique à basse température et surtout en champ nul. Donc on peut résumer ça de façon très schématique et dire comment se comporte un échantillon quand je le passe dans un champ. Si je le passe dans un champ, des échantillons qui possèdent un moment magnétique, quelle que soit son origine, vont tendre à s'aligner avec le champ. Et puis, si je diminue mon champ, je vais atteindre 0. Et lorsque je vais atteindre 0, toutes les molécules vont s'orienter de façon aléatoire et l'aimantation sera nulle. Et puis ensuite, si je continue et que j'impose un champ inverse, mes moments magnétiques vont s'orienter vers le bas. Maintenant, comment se comporte une molécule aimant? On a le comportement ici. On voit que lorsque j'arrive à champ nul, l'aimantation n'est pas nulle. Il va falloir aller à un champ beaucoup plus bas pour annuler puis inverser l'aimantation. Retour, même chose, je suis en bas, je vais devoir passer H égale à 0, l'aimantation est non nulle, et puis je vais réorienter vers le haut. On voit donc qu'on a l'apparition de ce qu'on appelle un cycle d'hystérésis, et que de plus, l'aimantation dépend de l'histoire du matériau. Si je suis parti d'ici, j'ai une aimantation positive, si je suis parti de là, j'ai une aimantation négative. Donc, le composé vraiment le plus archétypal, on peut dire, de molécules aimantes, c'est le manganèse 12, il est représenté ici. Il comporte 12 centres manganèse, dont 8 au degré d'oxydation 3 et 4 au degré d'oxydation 4. Ici, on voit le cycle d'hystérésis. Je ne discuterai pas les effets quantiques qui compliquent un peu le schéma ici, mais l'on voit effectivement cette hystérésis. On a un effet mémoire à basse température. On voit ici, c'est enregistré à 2 Kelvin. Alors, comme précédemment, cela fait très peu de temps que les polyanions sont impliqués dans le domaine des molécules aimants. Ici, on a le premier molécule aimant qui a été caractérisé par un groupe écossais. À nouveau, il contient du manganèse et il a un état fondamental de 5, il se comporte, il possède une hystérésis. Très peu de temps après, on a pu avoir une molécule aimant qui, elle, comporte du fer. On a cette fois-ci 6 atomes de fer. On en a 4 ici dans la ceinture et on voit que les métaux magnétiques peuvent même servir d'hétéroéléments. On en a un au-dessus et un au-dessous, un cluster à 6 fer encapsulé, et on voit également ici les cycles d'hystérésis qui vérifient que ce sont bien une molécule aimant. Alors très bien, avec les molécules aimants, même si c'est à très basse température, on peut espérer faire des mémoires magnétiques. Le seul problème, c'est quel est le comportement de ces molécules lorsqu'elles sont réellement isolées. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on fait des mesures, on fait des mesures sur des cristaux ou des poudres. Bien, donc quel est le résultat des mesures si on travaille sur un échantillon où j'ai réussi à isoler mes molécules? Eh bien, pour faire ça, comment répondre à cette question? Le plus simple est de déposer sur une surface. Alors c'est simple, mais ça ne l'est pas non plus. Évidemment, il y a eu des tentatives de déposition de manganèse 12 sur surface qui n'ont pas conduit à des résultats probants, probablement parce que cette molécule n'est ni très stable, ni d'un point de vue chimique, ni d'un point de vue redox. Donc un problème. Par contre, il a pu être détecté sur une molécule comportant 4 atomes de fer et des ligands, une certaine hystérésis relativement faible, mais une certaine hystérésis alors que celui-ci était déposé sur une surface d'or. Là, ce que je voudrais montrer, c'est qu'en fait, les polyanions sont vraiment des molécules très intéressantes si on a envie de faire du dépôt sur surface tout en conservant les propriétés de la molécule. Alors, si on se focalise sur cette espèce fer 6, tout d'abord, elle est soluble, sinon on ne pourrait pas la déposer, mais surtout elle est stable en solution. Elle est stable, et elle est stable, on le voit, dans un très grand domaine de pH. Il est très rare que des complexes de coordination aient une stabilité sur un domaine aussi grand, allant de pH très acide à relativement basique. De plus, il est très chargé négativement. Ça, c'est pas mal aussi, parce que si on veut déposer sur une surface
et avoir des interactions électrostatiques, on s'attend à des interactions relativement fortes. Mais surtout, c'est un composé qui est très rigide. Et ça, c'est très important qu'il soit très rigide, parce que ça veut dire que je vais garder la topologie de mon cluster, que je ne vais pas le moduler en le déposant sur la surface, et qu'à partir de ce moment-là, je dois conserver les propriétés physiques, magnétiques ou autres, de ce système. Donc voilà. Donc il faut choisir un support. On peut choisir un nanotube de carbone, on en a représenté ici, un objet qui peut faire jusqu'à plusieurs micromètres en longueur et de l'ordre du nanomètre en largeur, et on peut le déposer. Alors là, je vais juste un tout petit peu insister sur les techniques de caractérisation, ça sera la seule fois, juste pour montrer comment finalement caractériser un polyoxométallate autre que par RX, quelles sont les techniques bien adaptées. Donc là, évidemment, on a un dépôt sur surface, quelque chose que l'on peut faire, on voit les points ici qui sont déposés sur les nanotubes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Une technique X déjà qui va noter la nature des atomes, tungstène FR, et puis une spectroscopie vibrationnelle, ici de surface. Les spectroscopies vibrationnelles sont vraiment très bien adaptées à la caractérisation des polyoxométallates. Donc là, une spectroscopie de surface vibrationnelle de type Raman qui permet de retrouver des bandes caractéristiques de notre polyanion. Mais une technique qui est peut-être la plus adaptée pour déterminer précisément sur une surface ou en solution le fait qu'on a conservé l'intégrité de notre polyoxométallate, c'est l'électrochimie. Ici, on a une série de cyclovoltammogrammes, le courant en fonction du potentiel qui correspond à notre nanotube avec le polyanion déposé dessus. Bien sûr, on vérifie avant qu'il n'y a pas de signal qui pourrait nous brouiller avant d'avoir déposé le polyanion. On voit ici un cyclovoltammogramme très caractéristique possédant de très nombreuses vagues. Ici, en fait, les vagues correspondant au fer, ici au tungstène, qui est vraiment une signature du composé, que l'on peut comparer au polyanion de départ et dire effectivement c'est bien le même. On peut le vérifier évidemment en faisant des mesures d'aimantation et en comparant les molécules de la molécule seule et sur nanotube. Donc on a bien une rétention de l'unité. La dernière question est est-ce que c'est vraiment une mémoire moléculaire au sens où même lorsque les molécules sont isolées sur surface, ça fonctionne? Eh bien la réponse est oui, puisque l'on voit ici par exemple la réponse de l'aimantation en fonction du champ pour une poudre du composé. Ici, du système nanotube polyanion, on a donc bien une hystérésis qui là en plus est relativement large et donc qui montre que c'est bien une molécule aimant, une mémoire moléculaire. Alors maintenant, troisième thématique, c'est les polyanions peuvent servir à élaborer des nanosystèmes. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pars d'un polyanion, si je le mélange avec un cation métallique, je vais pouvoir former des systèmes qui sont de taille nanométrique. Comment faire? Eh bien, c'est très simple en fait. On a vu qu'on pouvait former des polyanions réduits. Je vais donc synthétiser des polyanions réduits et les faire réagir avec des cations. Ici, j'ai pris l'exemple d'Ag+, on peut prendre d'autres exemples. Je vais donc avoir la réaction la plus simple du monde. Un polyanion réduit va réagir avec Mn+, pour donner un polyanion oxydé et un corps métallique. Donc pour cela, il faut synthétiser des polyanions réduits et on voit effectivement que l'anion de Keggin le plus simple qui existe, PMO12, peut être isolé sous forme réduite à 4 électrons. Il va donc pouvoir donner des électrons. On peut aussi synthétiser des polyoxométallates un peu plus complexes et un peu plus variés qui vont nous permettre de construire toute une librairie de polyanions possédant des tailles, des charges, des potentiels qui sont différents. Donc là, j'ai pris un exemple où on va utiliser un cation, un dication que l'on a vu précédemment avec de soufre. Ici, maintenant, j'ai 2 ligands oxo, une charge de plus. Et ce cation, je vais pouvoir le condenser en solution. Et là, l'exemple du ligand qui va permettre la condensation, c'est ce diphosphonate. Comme précédemment, ceci est préparé en milieu très acide. Je vais devoir basifier pour faire réagir mes deux composantes. Et puis, je peux rajouter un autre élément assembleur qui va peut-être permettre de moduler la structure. Et effectivement, si on regarde toutes ces espèces obtenues par cette technique, on voit qu'on peut vraiment avoir des topologies très différentes, des topologies triangulaires, ici et là, rectangulaires, des topologies ellipsoïdales, une topologie de type cyclohexane chaise et même des systèmes bicycliques où là on a 20 atomes de molybdène 5, puisque réduits, dans la structure. Maintenant, on peut donc essayer de voir ce qui se passe lorsque l'on prend un de ces composés et qu'on le mélange avec de l'Ag+. Ici, on voit le composé rectangulaire. Lorsqu'on mélange les deux, eh bien, on obtient effectivement une assemblée de nanoparticules de taille bien homogène, de l'ordre de 40 nanomètres de diamètre. Et puis, si l'on regarde bien la surface, on voit que l'on a
une couche de polyanion oxydé. On peut vérifier par une technique qui s'appelle XPS que la réaction est quantitative, c'est-à-dire que je n'ai plus de molybdène 5, je n'ai plus que du molybdène 6 à la surface de ma nanoparticule. Donc voilà ce qui se passe avec ce polyanion-là. La question évidemment est, est-ce qu'il se passe la même chose ou autre chose si je prends un polyanion non hybride, un polyanion classique, comme réducteur. Donc je prends ce polyoxométallate, je le mélange avec Ag+, et j'obtiens une assemblée de nanoparticules représentées ici. On voit des clusters pentagonaux qui se forment. Et puis si on laisse le temps courir, au bout de 4 heures, on voit que l'on commence à avoir des assemblages linéaires qui se forment, et puis on n'a plus que des nanophiles quasiment, avec quelques petits clusters qui restent au bout de 6 heures. On voit la nature de ces nanophiles, un diamètre comparable à celui des nanoparticules, 40 nanomètres, et une couche à nouveau de polyanion à la surface. Donc on voit qu'en fait, dans des conditions extrêmement basiques, c'est-à-dire simplement en mélangeant un cation et un polyanion réduit dans l'eau, sans ajouter de surfactant, à température ambiante, et simplement en modulant la nature du polyanion, je peux orienter mon système. C'est aussi une forme de préparation de mon polyanion. On a donc une déposition du polyanion à la surface, et ça serait des systèmes extrêmement intéressants à étudier en catalyse, chose qui n'a pas encore été faite. Alors, on a donc vu qu'on peut synthétiser tout un tas de polyanions par condensation simple de ce dication et puis de diphosphonate. L'intérêt aussi des systèmes hybrides, c'est qu'on peut évidemment additionner de façon extrêmement simple des fonctions chimiques sur ces systèmes. Si on prend le système qu'on considère ici, la réponse la plus simple, c'est de dire j'ai 2 protons là, je dois pouvoir fonctionnaliser ici par 2 groupements R1 et R2. Donc ça veut dire synthétiser un système comme cela. Et si on regarde la littérature, ce qui a été énormément reporté, ce sont des systèmes où j'ai un groupement hydroxo sur le centre. Alors pourquoi ce sont des systèmes de ce type qui ont été reportés? Pourquoi ils ont été particulièrement étudiés? Parce que ce sont des médicaments utilisés cliniquement contre l'ostéoporose, comme anticancéreux et aussi comme anti-infectieux. J'ai pris là juste quelques exemples. On voit ici un composé qui s'appelle le Boniva. On voit quand même que c'est des ordres de grandeur absolument gigantesques. C'est un des rares médicaments du groupe La Roche qui dépasse le $1 milliard en chiffre d'affaires. Ici, le Fosamax, Merck, dont il y a une version générique qui est sortie en 2008, l'Actonel, chez le groupe français Sanofi Aventis, et puis chez Novartis, le Zometa, évidemment, ce sont que quelques exemples. En gros, j'ai mon cœur bisphosphonate, et puis des pâtes alkylammonium qui sont greffées sur le carbone central. D'un autre côté, les polyanions ne sont pas utilisés cliniquement. Mais par contre, ce qui a pu être montré, c'est que les polyoxomolybdates ont une activité, possèdent une activité antitumorale, et que les polyoxotungstates possèdent une activité antirétrovirale. Donc on peut avoir une idée de se dire, je vais former des matériaux hybrides en couplant 2 types d'espèces qui sont actives biologiquement et regarder le résultat. Donc déjà, la question c'est est-ce qu'on peut les coupler? La réponse est oui, on va le voir. Tout d'abord, je précise aussi que la synthèse d'un ligand comme ceci est extrêmement simple. C'est une étape, on mélange et on laisse reposer pendant 2 jours et on a autant de cristaux que l'on veut. Donc on obtient ce composé-là et je peux mélanger ce ligand avec du molybdène 5 ou du molybdène 6 et obtenir des polyoxométallates. En voilà 2 avec molybdène 5. Ici, on a une nucléarité 4, ici une nucléarité 8. Avec du molybdène 6, un polyanion un petit peu difficile à voir au niveau de la structure, et on ne va pas le décrire, mais qui contient 12 molybdène 6, et qui comporte des ligands donc, en question. Donc une fois qu'on a préparé ça, on peut faire les tests biologiques. Est-ce qu'il y a une activité vis-à-vis des cellules tumorales? Donc on peut prendre un échantillon de cellules de différents types de cancers, et puis ce qu'on mesure à chaque fois, c'est un facteur qu'on appelle IC50 et qui représente la concentration en substance active correspondant à une inhibition de la moitié des cellules cancéreuses. Donc évidemment, plus le IC50 sera faible et plus le médicament est actif. Donc on peut regarder les résultats très rapidement. On a ici le Fosamax, le médicament, où on a une activité de 136 micromolaires, 140 à peu près, pour le médicament. Si je compare au composé molybdène 5 qu'on vient de voir, l'activité ici est beaucoup plus faible. Effectivement, il faut se rapporter au moins au nombre de ligands, donc on voit une activité plus faible. Par contre, ce que l'on voit, c'est qu'on a une activité pour le composé molybdène 6 qui est très nettement supérieure à celle du Fosamax, même en tenant compte du nombre de ligands. Et même en tenant compte de l'activité intrinsèque du molybdène 6. Et donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire soit c'est additif, soit il y a un aspect synergique. Il faut faire la somme
des deux. Et lorsque l'on fait la somme, on voit qu'on est encore très loin du résultat. Donc voilà, ça, ce sont les premiers tests à ma connaissance sur des matériaux hybrides polyoxométallates, mais qui sont très encourageants et qui, je pense, appellent aussi des recherches futures. Avant-dernière propriété, les propriétés optiques. Alors ça, c'est une propriété très importante des polyanions aussi. On va le voir ici. Si on parle déjà de l'activité électrochrome des polyanions, je prends un polyanion très simple, un Keggin, PW12O40, je le mets en solution, c'est bien incolore. Si maintenant j'ajoute un réducteur, par exemple de l'hydrazine, ça marche aussi avec un ABH4, on obtient une solution que l'on voit extrêmement bleue. C'est extrêmement coloré. Donc on voit un composé qui est effectivement électrochrome, et on voit que ce composé électrochrome, que ce composé est électrochrome et que beaucoup de polyanions sont électrochromes. Donc c'est une propriété assez générale de celle-ci. Et c'est une propriété d'ailleurs c'est une des premières propriétés qui a été exploitée vis-à-vis des polyoxométallates, par exemple pour des titrages. C'est-à-dire je veux titrer mon phosphate en solution, j'ajoute mon tungstate, je forme mon polyanion, et par colorométrie, je dose mon tungstate. Autre propriété optique, les propriétés photochromes. Alors là, il faut regarder un peu différemment. C'est-à-dire, pour l'instant, on parle du polyanion et on n'a pas parlé vraiment des contre-ions. Évidemment, si je veux l'isoler à l'état solide, il va falloir que je précipite mon système. Donc, je le précipite en ajoutant des contre-ions, typiquement deux grandes familles de contre-ions, d'un côté les alcalins et deux autres les alkylammonium. Eh bien, les propriétés photochromes des polyanions sont complètement dépendantes du contre-ion. C'est-à-dire que si je prends un polyanion donné et je fais un sel d'alcalin, probablement je ne verrai aucune propriété photochrome ou alors relativement faible. Si maintenant je prends le même polyanion et je mets un alkylammonium quaternaire avec 4 groupements alkyles sur mon azote, pareil, il ne se passe rien. Par contre, si je prends un polyanion et que je lui associe un contre-ion qui possède une liaison NH, eh bien je vais observer souvent des propriétés photochromes. Alors cela a été rationalisé en disant pourquoi mon composé est photochrome, j'ai mon composé molybdène 6 de départ, je vais avoir une forme colorée par transfert d'un électron de l'oxygène vers le molybdène, je vais obtenir une forme colorée qui va être stabilisée par liaison hydrogène avec le contre-ion. Donc voilà, j'ai pris un exemple qui marche extrêmement bien de ce type. On prend un polyoxométallate, je ne vais pas décrire sa structure, c'est un polyanion de type Pressler, il comporte 30 atomes de tungstène, et puis je peux préparer un matériau très simplement en prenant une plaque de quartz. Sur cette plaque de quartz, je vais déposer une couche de polyvinylpyridine, une couche de polyanion, une couche de polypyridine, etc. J'obtiens ma plaque, et cette plaque, elle est transparente au départ. Et puis, si j'irradie maintenant cette plaque, elle va virer au bleu. J'observe une coloration bleue, typique, on vient de le voir dans le Bécher, de la coloration des polyanions réduits. Mais de plus, si j'irradie maintenant dans le visible, je vais pouvoir retourner à ma forme initiale. Et puis, non seulement je peux retourner comme ceci à ma forme initiale, mais je peux également y retourner en oxydant mon polyanion. Et puis, je peux cycler comme ceci. On a donc un système qui est parfaitement électrochrome et photochrome en même temps, et où je peux cycler à volonté. Donc très bien, on sait comment faire des polyanions photochromes, et on note que là, on est obligé de passer par des systèmes hybrides pour avoir des systèmes réellement photochromes. Alors, seul petit inconvénient de ce système, c'est qu'effectivement, ça veut dire que les polyanions ne sont pas intrinsèquement photochromes, mais ils dépendent du contre-ion que j'ai à proximité. Donc ça peut être un petit défaut, on verra pourquoi. On peut se dire comment faire des composés qui sont intrinsèquement photochromes. Eh bien, il faudrait réussir à greffer une patène H sur ce polyanion qui elle-même interagissent avec le cœur. Eh bien, en fait, on a déjà vu un composé de ce type, celui qui avait une activité particulièrement intéressante en tant qu'antitumoral. Celui-là, si on le regarde mieux, on voit qu'effectivement, on a des liaisons hydrogène intramoléculaires. Et ces liaisons sont tout à fait notables. On peut le préparer sous forme d'alcalin, donc ça sera vraiment uniquement des propriétés intramoléculaires si propriétés il y a. On vérifie aussi que dans le solide, on n'a pas de liaison intermoléculaire. Et effectivement, si on l'irradie avec une lampe, alors on prend des lampes de paillasse, où on regarde qui servent à révéler des lampes UV qui servent à révéler des plaques chromato, on l'irradie et on voit effectivement un changement de couleur de notre polyanion avec une apparition d'une coloration qui cette fois-ci est orangée et n'est pas bleue. Donc on a un système photochrome, la réversibilité et néanmoins reste assez lente. Donc on sait synthétiser des polyanions qui sont intrinsèquement photochromes. La question c'est, le résultat c'est que cette fois-ci je peux vraiment le combiner ioniquement avec quelque chose d'autre sans me soucier du contre-ion puisque cette propriété est intrinsèque. Donc on a déjà vu juste précédemment avec Clément Sanchez
des molécules de ce type, des molécules organiques, de type spiropyrane ou spiroxazine, très proches. Ce sont également donc des molécules qui sont photochromes. Là, on a pris une molécule, la molécule suivante, puisque cette molécule, non seulement elle marche à l'état solide, c'est-à-dire que je peux irradier mon cristal, je vois un changement de coloration, mais en plus elle est cationique, donc elle va pouvoir me servir de contre-ion à mon polyanion. Donc il suffit de mélanger les deux, on obtient une poudre, et regarder les propriétés de ce système, et on peut noter par UV visible qu'effectivement, on a une superposition des deux couleurs. Alors de plus, et ça c'est quelque chose qui avait précédemment été observé par le groupe de Clément Sanchez, c'est qu'en fait, la cinétique du photochrome organique est très dépendante de la matrice dans laquelle on l'insère. Et on voit que là, on a une cinétique du polyanion qui est du spiropyrane qui est énormément améliorée par rapport à un sel classique d'iodure ou de nitrate. On a à peu près un ordre de grandeur au niveau de la cinétique lorsqu'il est inséré dans une matrice pomme. Donc on a non seulement une superposition des couleurs, mais en plus on a une synergie entre les deux systèmes du fait de la matrice que j'organise autour de mon ligand organique. Donc voilà, ça aussi ce sont des résultats extrêmement récents. Il va falloir moduler plein de choses, améliorer la cinétique, améliorer les différents types de coloration, liés de façon covalente, essayer de voir les interactions l'un l'autre. Il a pu être noté par exemple qu'il y a également des échanges redox qui peuvent se passer entre des spiropyranes et des polyanions. Donc tout un tas de choses à découvrir dans ce domaine. Dernier domaine par lequel je veux finir, on va retrouver quelques molécules qu'a montré Clément Sanchez juste précédemment, c'est le domaine de la formation des réseaux de polymères de coordination à base de polyoxométallate. Là, j'ai juste fait un transparent. On a vu déjà précédemment des MOF. Un transparent, un système où je trouve on voit très bien l'organisation. C'est-à-dire un système où j'ai un cluster ou un système étendu composé de métaux, ici de l'aluminium, du chrome ou du vanadium. J'ai des fils ici qui vont être reliés par des ligands organiques. On voit ici les fils de métaux reliés ici par les ligands. On voit des cavités. On a à l'intérieur, je peux vider ces cavités et je peux obtenir un système poreux tridimensionnel. On voit la surface qui peut être déterminée, la surface de Langmuir ici, qui peut être déterminée pour un tel système, 1300 m² par gramme, ce qui constitue une très bonne porosité pour un système extrêmement simple. Donc, on sait qu'on peut faire des MOF à partir de métaux et de ligands. La question, c'est est-ce qu'on peut faire des MOF, effectivement, à partir de polyoxométallate. Alors, si on a envie d'abord d'essayer d'avoir une démarche un peu rationnelle et de dire je construis mon unité de construction polyoxométallate, j'identifie les sites et puis ensuite je vais mélanger avec le ligand voulu et obtenir mon architecture. Donc qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une unité de construction qui possède plusieurs types d'ancrage, évidemment, si je veux faire du multidimensionnel. Il faut également que mon espèce soit soluble, je vais travailler dans mon bécher, et ensuite il faut qu'elle soit stable, sinon elle va se débobiner. Donc il faut toutes ces propriétés. En voilà une molécule de ce type qui a été isolée. On voit ici un polyanion, et puis ici 4 cations La3+, qui forment un tétraèdre absolument parfait. Donc on a ce système, il suffit de le mélanger avec un polycarboxylate. Donc j'ai pris un seul exemple. On a un exemple ici, le trimésate, cet acide, qui a été connecté, et effectivement, on voit formation d'un édifice qui est tridimensionnel. Et en plus, ce qui est très intéressant, c'est que la charpente est neutre. Alors ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de contre-ion à avoir qui potentiellement pourrait boucher les trous. On a vraiment quelque chose de neutre, on n'a que de l'eau à l'intérieur de ces canaux que l'on voit ici et là. Donc on peut observer effectivement la déshydratation du système, perte de molécules d'eau, la réhydratation. On peut cycler comme l'on veut, mais très gros défaut de ce système, il n'est pas très stable. Alors si on veut utiliser ces systèmes en catalyse, ça n'est quand même pas formidable d'avoir un système qui s'effondre à une température aussi basse que 50 degrés. Donc comment faire pour tenter d'améliorer la situation ? C'est pas simple. Ce qu'on peut tenter, c'est de copier ce qui a été fait grandement dans les MOF et de dire bon, on va faire de la synthèse hydrothermale. Donc on va faire la synthèse hydrothermale en sachant comment je prépare un polyanion réduit de ce type qui va me permettre d'accrocher des ligands. Et la synthèse hydrothermale, donc ça se prépare, pour ceux qui ne le connaissent pas, dans un réceptacle en téflon. Généralement, on peut le faire aussi dans des tubes en quartz, mais un réceptacle en téflon, on met tous les réactifs, le solvant, et on chauffe juste à une température supérieure à la température d'ébullition de l'eau.
Donc, on mélange tous les réactifs, on chauffe, et effectivement, on peut obtenir une unité de construction ici. On voit le réseau qui est représenté là, et à nouveau ici, on a un réseau où on a bien des ligands qui connectent des polyoxométallates pour former un MOF. Seul très gros problème, c'est qu'en fait, on n'a pas un réseau, mais qu'on en a 3. Alors, on en a 3, ça veut dire qu'ils sont imbriqués les uns dans les autres, et qu'à ce moment-là, tout est bouché. Alors, tout n'est pas tout à fait bouché, mais en fait, si. Pourquoi ? Parce que non seulement les réseaux sont interpénétrés, mais en plus, le réseau n'est pas neutre, ce qui veut dire qu'il y a des cations à l'intérieur qui finissent de boucher. Le système n'est absolument pas poreux. Alors ça, c'est un domaine qui actuellement, énormément de groupes travaillent sur ce type de système, et il n'y a toujours pas de système poreux bâti à partir de polyoxométallates. Alors, il n'y a pas de système poreux bâti à partir de polyoxométallates. Par contre, ce que l'on peut faire, c'est construire des réseaux autour de polyoxométallates. Si ce qu'on veut avoir, c'est des polyoxométallates, un système poreux. Donc là, on a un système de ce type. On voit ici des réseaux que je ne décrirai pas, construits à partir également du trimésate et puis de cuivre. Et puis, coup de chance, quand ça a cristallisé, on a eu un trou sur 2 rempli par un polyanion et l'autre non. Donc on a un système poreux. Certes, ça n'est pas construit via des unités polyoxométallates, mais un polyoxométallate inséré dans un poreux. On peut mesurer la surface, on voit qu'il est effectivement poreux, de l'ordre de 500 m² par gramme. Autre possibilité, pour former un système comme ça, c'est partir d'une phase poreuse que je connais et tenter d'y insérer un polyoxométallate. Et là, j'ai pris l'exemple du 1100 qu'on a déjà vu précédemment. Le 1100, effectivement, je peux le préparer, et je peux le préparer cette fois-ci en présence de mon polyoxométallate. Et je vais retrouver la charpente de ce poreux connu avec à l'intérieur le polyoxométallate. Et on peut également vérifier que ce polyoxométallate n'est absolument pas désorbé lorsque je le mets en solution. Le système est stable et donc on pourra étudier les propriétés catalytiques de ce système. Voilà. Donc c'était pour essayer de vous montrer les différents types de propriétés des polyanions, essayer de montrer aussi dans quelle direction pouvaient s'orienter les recherches dans ce domaine, montrer qu'il y a des domaines comme évidemment celui-ci où la formation de matériaux hybrides est indispensable, et aussi de dire que finalement, quel est le but ? C'est de combiner une sorte de solidité du cœur polyoxométallate et puis une fonctionnalité par le greffage et la formation de matériaux hybrides. Voilà, donc je vous remercie énormément de votre attention.